Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info et on commence avec le décryptage de l'actualité. C'est le Tchad qui nous intéresse ce soir. Le Tchad où l'état d'urgence a été prorogé de 3 mois dans le nord et l'est du pays. Nous faisons le point sur la situation avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au Tchad, l'Assemblée nationale a approuvé ce mardi 10 septembre la prorogation de l'état d'urgence instauré le 29 août dernier pour faire face au conflit intercommunautaire dans 3 provinces de l'Est et du Nord du pays. La prorogation sera de 4 mois et permettra de mettre fin à l'insécurité selon le gouvernement. Mais pour l'opposition, l'état d'urgence ne changera rien à la situation. L'opposition qui savait déjà que ce serait une bataille perdue, mais elle ne s'est pas retenue. Pour le député Galine Gauthier-Gata, la sécurité, la justice et l'administration ne font pas leur travail. Voter une loi de prorogation d'état d'urgence ne peut être qu'une loi de sursis. Cette loi ne sortira pas le Tchad de cette crise actuelle, a-t-il lancé. Mamadou Diouf, si on proroge l'état d'urgence de 3 mois, ça montre que les autorités sont conscientes que la situation ne va pas s'améliorer d'ici à là. Oui, tout à fait. C'est en partie un aveu d'échec pour dire qu'on n'a pas encore réglé la situation, malgré que le président de la République est allé sur les lieux, en particulier pour la zone Est, et il avait tenu là-bas son discours qui avait été qualifié de discours particulièrement guerrier. Mais si on doit prolonger l'état d'urgence, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, le vrai problème n'a pas été résolu. Mais il faut quand même faire la nuance parce que au niveau de la zone Est, c'est là où il y avait eu les affrontements intercommunautaires qui avaient fait une 50aine de morts. Au niveau de la zone nord-est, ce n'est pas une affaire d'affrontement communautaire, mais on est à la frontière avec la Libye, au niveau de la zone du Tibesti, où il y a des rebelles. Et c'est par là également que se fait le plus souvent les incursions des rebelles tchadiens qui sont basés au niveau de la Libye. C'est eux d'ailleurs qui avaient été bombardés il n'y a pas longtemps par l'armée française. Bon, quand on met ces deux éléments en même temps, il est bon de faire la distinction parce que les sources de la violence, entre guillemets, ne sont pas les mêmes entre la partie Est et la partie Nord-Est. Mais quels sont les arguments que le gouvernement a donnés au Parlement pour avoir cette prorogation? Franchement, pas grand-chose, parce que le ministre est allé jusqu'à parler de l'hivernage. Bon, franchement, qu'est-ce que l'hivernage a à voir avec l'établissement de l'état d'urgence? En principe, dans un pays, quand on en arrive à décréter l'état d'urgence, cela veut dire que la situation sécuritaire, de façon générale, a atteint un niveau où il n'y a plus de solution directe. Il faut donner à l'armée cette rapidité d'intervention, d'arrestation, d'anticipation, etc. Au niveau du Tibesti, on ne nous présente pas cette situation. C'est des rebelles qui ont plutôt leur base en Libye. C'est vrai que c'est la zone le plus souvent qui est traversée par les rebelles, mais venir instaurer l'état d'urgence dans la zone, c'est mettre en difficulté les populations du Tibesti, alors que très certainement, toutes les populations du Tibesti ne sont pas des rebelles. Au niveau de la zone de Ouaddaï et du Sila également, c'est la même chose. Il y a eu des affrontements intercommunautaires. L'armée est descendue sur le terrain. Il faut que les gens arrêtent de croire que tout se règle par la force militaire. C'est des communautés qui s'affrontent. Si on veut que les affrontements s'arrêtent, il faut pouvoir mettre ces communautés autour d'une table. Parce que sinon, la force est là. Elle s'interpose, il n'y a pas d'affrontement. Mais en ce moment, on va encore prolonger l'état d'urgence. Parce que tant que les communautés ne s'asseyent pas autour d'une table pour s'entendre, dès que la force va partir, les affrontements vont pouvoir reprendre. En ce moment même, l'état d'urgence n'aurait pas servi à grand-chose. Ça a tout simplement retardé les affrontements. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même une amélioration de la situation dans ces parties, dans l'Est, dans le Nord, depuis l'instauration de l'état d'urgence le 29 août? Bien sûr, il y a une amélioration de la situation puisqu'il devient difficile même de faire du commerce. Parce que même dans le communiqué concernant l'état d'urgence, il donne cette précision en disant qu'il y aura des couloirs. Parce que l'état d'urgence permet même de restreindre la liberté de circuler. Alors que ces zones sont plutôt vers la frontière. Pour la zone Est en particulier, les gens se ravitaillent au niveau du Soudan, les gens se ravitaillent au niveau de la Libye.
Et cette restriction de la liberté de circuler crée des problèmes parce qu'une des restrictions, c'était également qu'on avait interdit aux gens de circuler à moto. Alors que c'est des zones où la moto est le moyen de transport le plus utilisé au niveau de ces zones. C'est avec ça que les gens traversent la frontière. Donc ça crée une complication au niveau de la liberté de circulation des personnes et des biens. Par conséquent, au niveau de l'approvisionnement et du commerce. Bon, si ça peut aller jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'actuellement, personne ne peut se lever et dire que je vais aller affronter tel ou tel autre groupe, puisque comme le président l'avait dit dans un discours assez extraordinaire, après les sommations, tirer sur ceux qui n'acceptent pas d'écouter. Je crois que la population a compris le message et pour le moment, il y a un calme, mais un calme qui n'est pas en fait la résolution d'un problème, mais qui est dû à une force de frappe qui est là, qui amène certainement les antagonistes à se tenir tranquilles. Mais jusqu'à quand? Alors, il y a des parlementaires qui accusent les forces militaires d'exaction contre les populations. Est-ce que c'est des faits avérés parce que les commissaires du gouvernement qui étaient au Parlement n'ont pas reconnu ces faits? Oui, ils n'ont pas reconnu. Le ministre même est allé jusqu'à dire, bon, s'il y a des faits qu'on leur donne, ils vont prendre les mesures qu'il faut, mais les parlementaires ne sont pas les seuls à le dénoncer. La presse également l'a dénoncé. Et dans la presse, les gens sont plus clairs. En termes d'exaction, les forces de défense et de sécurité ont pris des motos appartenant à des citoyens. Ils sont venus prendre des bijoux appartenant à des citoyens. Ils ont racketté les gens en prenant de l'argent. Donc les parlementaires ont amené cette question qui avait déjà été soulevée au niveau de la presse au Parlement, au moment où les gens voulaient prolonger l'état d'urgence, parce que comme on l'a dit au départ, avec l'état d'urgence, il y a à la limite plus de force encore qu'on met à la disposition de ces agents de sécurité. Mais s'ils en abusent, ça devient un problème. Et c'est pourquoi, généralement, quand on veut déclarer l'état d'urgence dans un pays, vous voyez les organisations de défense des droits de l'homme qui crient en disant « Attention, c'est un espace qui ouvre la possibilité pour les abus, puisque pour arrêter quelqu'un, on n'a plus besoin d'avoir un mandat d'arrêter. Et quand on arrête la personne, en ce moment, on peut tout se permettre parce que ça sera la parole de la personne contre la parole de l'homme de tenue qui l'a arrêté. » Mais aujourd'hui, quelle est l'appréciation des habitants de cette zone de l'état d'urgence? Il y a deux appréciations. Il y a une compréhension, puisque l'état d'urgence a permis d'arrêter les tueries, les affrontements. De ce côté-là, l'appréciation est positive. De l'autre, l'appréciation est négative parce que l'état d'urgence a sa conséquence en termes de restriction des activités au niveau de la zone, alors que c'est plutôt une zone de mouvement, c'est une zone frontalière, c'est une zone où les nomades ont tendance à traverser avec leurs troupeaux. D'ailleurs, c'est par eux que l'affrontement a commencé quand un des leurs a été tué dans un champ. Donc l'état d'urgence, du point de vue paix, on dit oui, parce que les affrontements se sont arrêtés, mais l'état d'urgence vient un peu geler une bonne partie des activités dans la zone, et sur ce plan-là, les populations ne sont pas satisfaites. C'est vrai que l'opposition critique l'état d'urgence et sa prorogation, mais est-ce qu'elle fait des propositions concrètes pour sortir ces trois régions de ces violences? En fait, l'opposition joue son jeu. Pour l'opposition, on ne va pas regarder entre les deux communautés qui étaient en conflit qui a tort, qui a raison. Ils disent que c'est l'État qui a tort parce qu'il y a une absence d'État au niveau de cette zone. Pour ce qui est de la rébellion, l'opposition qui est une opposition politique, c'est-à-dire qui veut des élections, utilise les démarches de la rébellion pour dire voilà pourquoi il n'est pas possible de faire des élections normales au niveau de ce pays, raison pour laquelle certains pensent que la meilleure méthode pour pouvoir prendre le pouvoir, c'est d'utiliser la force. Bien sûr, l'opposition est dans son bon droit. Pour l'opposition, c'est l'État qui est à la base de ce qui se passe là où il y a affrontement intercommunautaire et de ce qui se passe également là où il y a rébellion. Il n'essaye pas de regarder la situation, d'analyser, mais d'enfoncer plutôt l'État, puisque généralement, c'est ce que l'opposition fait. Quand l'occasion se présente pour tirer sur l'État, on n'hésite jamais, même si parfois, sur les tirs, tout ce qui est dit n'est pas exactement la réalité. On accuse également le gouvernement de n'avoir pas jusqu'à présent présenté un véritable rapport sur ce qui se passe dans ces zones. Oui, ça dès le départ, un certain nombre d'ONG
avait posé le problème parce que la zone où il y a un affrontement intercommunautaire est en même temps la zone d'origine du président de la République. De sorte que certains même avaient dénoncé son discours en le qualifiant d'appel au génocide par rapport à une certaine partie des populations de la zone. Au niveau du Tibesti, n'oubliez pas que les forces françaises sont intervenues dans des conditions à clarifier parce que ça a fait même l'objet de débats au niveau du Parlement français. Et ce n'est pas là-bas également que le gouvernement va clarifier pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé. L'information officielle, c'est que c'est des groupes armés qui étaient venus pour déstabiliser le Tchad. Le Tchad a fait appel à la France. Quand on a vu le porte-parole de ce mouvement dirigé par un neveu du président de la République, même les personnes arrêtées, ils contestent ce nombre de 200 et quelques personnes qui ont été jugées. Les 240 ont pratiquement été condamnés. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Leur convoi ne comprenait pas 200 personnes. Ils avaient effectivement des hommes qui se sont mis en marche, mais au moment des arrestations, on a arrêté des gens qui n'avaient rien à voir avec la rébellion. Et ça, les mouvements des droits de l'homme se sont portés également volontaires pour demander que l'on fasse la part des choses. Mais malheureusement, en une semaine, 240 personnes ont été jugées et condamnées. Quelques mineurs, simplement, ont été blanchis. Mais sur ça, il y a problème et les gens demandent à ce que les choses soient clarifiées pour que des innocents ne restent pas en prison, alors qu'on les a simplement raflés dans un espace où il y avait des affrontements entre ces rebelles et l'armée française en particulier. Alors, en dehors de l'état d'urgence et de la méthode musclée, la méthode armée pour régler la situation, est-ce que le gouvernement explore d'autres pistes de résolution? On n'a pas encore vu ces autres pistes. Alors que les organisations de la société civile avaient très tôt proposé ces pistes. Dès que les affrontements ont commencé, c'est ce que les organisations de la société civile avaient proposé, d'autant que ce n'était pas la première fois qu'il y a des affrontements entre ces éleveurs et ces agriculteurs. Les gens disaient qu'il faut d'abord que les gens s'asseyent, mais il faut trouver une solution définitive. Parce que dans la zone, il y a un problème de terre lié à l'avancée du désert. De sorte que l'espace utile, parce que la terre est là, ce n'est pas un problème d'espace. L'espace ne manque pas, mais la terre utile, celle qu'on va cultiver, celle où les animaux vont pouvoir venir trouver du pâturage, c'est cette terre-là qui pose problème. Donc, eux, ils proposaient qu'en plus du fait que les gens s'asseyent, qu'il y ait une sorte de répartition pour que l'on sache que telle partie, c'est réservé pour le pâturage, les animaux vont pouvoir aller là-bas. Telle autre partie, c'est réservé pour l'agriculture, que les animaux n'y aillent pas, qu'il y ait au moins une base sur laquelle les deux vont s'entendre et que ce qui déclenche le plus souvent ces crises, c'est cela, qu'on mette fin à la cause pour que les effets, c'est-à-dire les affrontements intercommunautaires, puissent s'arrêter. Mais il ne semble pas avoir été écouté parce que pour le moment, c'est plutôt la méthode de la force qu'on a vue, mais pas des propositions pertinentes pour mettre fin à ces conflits. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons à présent observer un petit moment de pause pour retrouver l'invité.